On disait que le silence est d'or, mais pour Stéphane Vaugirard, l'homme le plus redouté de Marseille, le silence était une malédiction. Sa fille de 6 ans n'avait pas prononcé un seul mot depuis 3 ans. Pas depuis la nuit où sa mère était morte. Les spécialistes avaient échoué. Les médecins avaient abandonné. Même les milliards du clan Vaugirard ne pouvaient racheter sa voix. Puis vint un mardi pluvieux, un bistrot délabré et une serveuse qui n'avait rien à perdre. Elle n'a utilisé ni thérapie ni médicaments. Elle a utilisé une bouteille de coulis de chocolat bon marché. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement brisé le silence, cela a déclenché une guerre. Voici l'histoire de comment un simple cœur dessiné sur une crêpe a mis la mafia à genoux. La pluie à Marseille ne nettoyait rien. Elle rendait juste la crasse plus glissante. Il était 10 heures du matin un mardi, et, le bistrot de Jean-Pierre, un établissement de milieu de gamme à la lisière du quartier du Panier, était inhabituellement calme. Les habitués, principalement des dockers et des flics à la retraite, s'étaient dispersés au moment où les 4x4 noirs s'étaient garés le long du trottoir. Chloé essuyait le comptoir avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Elle avait 24 ans, était fatiguée et devait plus d'argent en dette qu'elle n'en gagnait en un an. Il lui manquait un semestre pour obtenir son diplôme en psychologie infantile, un rêve qu'elle avait abandonné lorsque sa propre mère était tombée malade. Maintenant, elle servait du café tiède et essayait de rester invisible. Mais l'invisibilité était impossible lorsque Stéphane Vaugirard franchissait la porte. L'air dans le bistrot changea instantanément. Il devint plus lourd, plus froid. Stéphane était un homme taillé dans le marbre et le regret. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus cher que le loyer annuel du bistrot, et ses yeux étaient sombres, scannant la pièce à la recherche de menaces avant même de regarder l'hôtesse. Il était flanqué de 2 hommes qui semblaient mâcher du verre au petit déjeuner. Nicolas, son bras droit, et un garde plus jeune nommé Lucas. Mais les yeux de Chloé n'étaient pas attirés par les hommes. Ils étaient attirés par la petite fille tenant la main de Stéphane. Manon Vaugirard, 6 ans. Elle portait un manteau blanc immaculé qui semblait terrifié par la graisse dans l'air. Son visage était un masque de poupée de porcelaine parfait, vide, sans émotion et d'une immobilité obsédante. Table 4, dit Stéphane. Sa voix était un grondement sourd, le genre qui vibrait dans votre poitrine. Ce n'était pas une demande. Le vieux Jean-Pierre, le propriétaire, tremblait en attrapant les menus. Bien sûr, monsieur Vaugirard, par ici. La banquette au fond est privée. Chloé les regarda passer. Le bistrot était vide à part eux. Les gardes du corps prirent position, un à la porte, un près de la cuisine. Stéphane s'assit en face de la petite fille. Chloé, chuchota Jean-Pierre en se précipitant vers le comptoir, le visage pâle. Tu t'occupes d'eux. Mes mains tremblent trop. Ne fais pas d'erreur. S'il te plaît. Tu sais qui c'est. Je sais, dit Chloé en resserrant son tablier. Tout le monde savait qui était Stéphane Vaugirard. Les tabloïds l'appelaient le roi de fer de la pègre de la Côte d'Azur. La police le disait intouchable. Chloé attrapa son carnet et marcha vers la banquette du fond. Son cœur martelait ses côtes, mais elle s'efforça d'afficher un sourire professionnel. En s'approchant, elle vit la dynamique à la table. C'était déchirant. Stéphane était penché en avant. Son attitude intimidante s'était adoucie pour laisser place au désespoir. Sophie. Ma puce, dit-il doucement. Tu dois manger quelque chose. Juste un peu, s'il te plaît. La petite Manon fixait le dessus de table plastifiée. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne le regardait pas. Elle était une statue. Chloé s'avança. Bonjour. Puis-je commencer par servir à ces messieurs et à la jeune demoiselle un café ou un jus? Stéphane leva les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, saisissant contre sa peau mate. Pendant une seconde, Chloé eut l'impression qu'il lisait toute son histoire. Les dettes, les cours abandonnés, la solitude. Café noir, dit Stéphane, sa voix se durcissant à nouveau en s'adressant à une inconnue. Et un jus d'orange pour elle, fraîchement pressé, sans pulpe. Et pour manger? Demanda Chloé. Elle ne mangera pas, dit Stéphane, l'épuisement transparaissant dans son ton. Apportez-lui juste une crêpe nature. Peut-être qu'elle la regardera. Chloé regarda la fille. Elle reconnaissait ce regard.
Lors de ses stages cliniques, elle l'avait vu chez des enfants placés qui s'étaient fermés après un traumatisme. Ce n'était pas de l'entêtement. C'était une forteresse. La fille était enfermée en elle-même parce que le monde extérieur était trop douloureux. Je vais apporter la crêpe, dit doucement Chloé. Mais peut-être qu'elle aimerait des fraises dessus. Manon ne bougea pas. Stéphane agita la main d'un geste dédaigneux. Apportez-la, c'est tout. Chloé retourna à la cuisine, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle devrait juste faire son travail, déposer l'addition et prendre le pourboire. Mais le regard dans les yeux de cette petite fille, c'était le même regard que la mère de Chloé avait dans l'unité de soins palliatifs avant la fin. Le regard de quelqu'un attendant la permission de lâcher prise. Commande prête. Le cuisinier, hors d'haleine à cause de l'anxiété, glissa l'assiette sur le passe-plat. Une simple crêpe nature. Chloé la fixa. Ça ne marchera pas, pensa-t-elle. Il essaie de la forcer à être normale. On ne peut pas forcer la sécurité. Elle regarda autour d'elle. Jean-Pierre se cachait dans le bureau. Les gardes du corps surveillaient la rue. Chloé attrapa la bouteille industrielle de coulis de chocolat au poste des desserts. « Qu'est-ce que tu fais » siffla le cuisinier. « Il a dit nature. » « Je sais ce qu'il a dit, » marmonna Chloé. Elle prit une profonde inspiration. Sa main était stable. Elle ne fit pas que verser le sirop. Elle dessina. Elle utilisa l'embout comme un stylo. Au centre de la crêpe, elle dessina un cœur complexe et parfait. Mais elle ne s'arrêta pas là. À l'intérieur du cœur, elle dessina un petit visage triste. Et à l'extérieur du cœur, elle dessina un soleil. C'était une technique qu'elle avait apprise dans son cours d'art-thérapie pour enfants non-verbaux. Externaliser l'émotion. Elle porta l'assiette. Le garde du corps, Nicolas, se mit devant elle. « Je dois vérifier ça. »« C'est une crêpe, Nicolas, » dit Chloé, surprise par sa propre audace. « À moins que vous ne pensiez que j'ai caché un micro dans la pâte, laissez-moi passer. » Nicolas cligna des yeux, stupéfait par le culot, et s'écarta. Chloé posa l'assiette devant Manon. Stéphane regarda le gâchis chocolaté, sa mâchoire se serra. « J'avais dit nature. »« Je sais, » dit Chloé. Elle ne regarda pas le parrain de la mafia. Elle regarda directement l'enfant. Elle s'accroupit, ignorant la règle tacite selon laquelle on ne se met jamais au niveau des yeux d'un Vaugirard à moins d'y être invité. « Manon » chuchota Chloé. Les yeux de la fille vacillèrent. Elle regarda la crêpe. Elle vit le visage triste à l'intérieur du cœur. « C'est d'accord d'être triste à l'intérieur, » dit Chloé, sa voix à peine un murmure, même quand le soleil est là. Stéphane semblait prêt à exploser. « Mademoiselle, je ne vous paie pas pour. » Il s'arrêta. Manon avait tendu la main vers la fourchette. Le bistrot entier semblait retenir son souffle. Même les gardes du corps se retournèrent pour regarder. La petite main tremblante de la fille agrippa l'ustensile. Elle ne mangea pas la crêpe. Au lieu de cela, elle trempa son doigt dans le coulis de chocolat du visage triste et l'étala, transformant la ligne vers le haut en un sourire. Puis elle regarda Chloé. Et alors un son, rouillé, calme, à peine là. « Soleil » chuchota Manon. Le silence vola en éclats. Stéphane Vaugirard se figea. La couleur quitta son visage. Il regarda de sa fille à la serveuse, la bouche légèrement ouverte. 3 ans. 3 ans de silence brisé par une serveuse en tablier graisseux. Chloé sourit, les larmes aux yeux. « Ouais, » dit-elle. « C'est le soleil. » Stéphane se leva lentement. La chaise racla bruyamment contre le sol. Il dominait Chloé de toute sa hauteur. Elle se leva soudainement, réalisant qu'elle venait peut-être de franchir une ligne qui la ferait tuer. « Qui êtes-vous » exigea Stéphane. « Chloé » bégaya-t-elle. « Juste Chloé. » Stéphane la regarda. La regarda vraiment pour la première fois. Il ne voyait plus une serveuse. Il voyait une faiseuse de miracles. « Prenez votre manteau, Chloé, » dit Stéphane. « Pardon ? Vous avez fini ici » dit-il en sortant une liasse de billets de sa poche et en les jetant sur la table, facilement 5 000 €. « Vous venez avec moi. »« Je ne vais nulle part avec vous, »
dit Chloé en reculant jusqu'à ce que ses hanches heurtent le comptoir. L'euphorie de la percée avec l'enfant fut remplacée par une peur froide et dure. C'était un enlèvement. Nicolas, l'imposant garde du corps, s'avança, bloquant son chemin vers la cuisine. Le patron vous a demandé de venir. Il m'a dit de venir, corrigea Chloé, la voix tremblante mais défiante. Il y a une différence. Stéphane observa son interaction avec ces hommes. La plupart des gens s'écrasaient. Chloé tremblait, oui, mais elle tenait bon. Il aimait ça. Il en avait besoin. Je m'excuse, dit Stéphane, sa voix s'adoucissant, passant du caïd à l'homme d'affaires. Je n'ai pas l'habitude de demander, mais je demande. Ma fille, elle n'a pas parlé depuis l'accident. Depuis que ma femme est morte, il y a 3 ans. Chloé, j'ai engagé les meilleurs médecins de Suisse, les meilleurs thérapeutes de Marseille. Rien. Vous avez dessiné une image et elle a parlé. Il fit un geste vers Manon, qui mangeait maintenant tranquillement la crêpe, traçant les lignes de chocolat avec sa fourchette. Elle avait l'air paisible pour la première fois depuis des années. J'ai besoin que vous travailliez pour moi, dit Stéphane. Nommez votre prix. Chloé secoua la tête. Je ne suis pas thérapeute. Je suis serveuse. Je n'ai pas fini mon diplôme. Je me fiche des diplômes, claqua Stéphane, sa patience s'effritant. Je me soucie des résultats. Je vous paierai 10 000 € par semaine. Vous vivez au domaine. Vous offrez compagnie et thérapie à Manon. Chloé eut le souffle coupé. 10 000 par semaine. Cela paierait les dettes médicales de sa mère en 1 mois. Cela effacerait ses prêts en 2. Mais le domaine de Vaugirard, c'était cette forteresse à Cassis où les gens entraient et ne ressortaient pas toujours. Je ne peux pas, dit Chloé. J'ai une vie ici. C'était un mensonge. Elle avait un chat et un appartement vide dans les quartiers nord. Stéphane s'approcha. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'huile pour arme à feu. Chloé le regarda. Chloé regarda. Manon avait arrêté de manger et regardait Chloé. Une expression de panique commençait à revenir dans ses yeux en réalisant que Chloé partait. Elle vous a choisi, dit doucement Stéphane. Ne tournez pas le dos à une enfant qui a besoin de vous. C'était un coup bas, une tactique manipulatrice et sale, et cela fonctionna parfaitement. J'ai des conditions, dit Chloé, se surprenant elle-même. Stéphane haussa un sourcil. Des conditions. Je ne vis pas là-bas. Je fais le trajet. Je veux mes week-ends et pas d'armes autour de moi ou de la petite quand nous travaillons. Les gardes du corps ricanèrent. Stéphane ne sourit pas. Vous vivrez là-bas parce que c'est la seule façon d'assurer votre sécurité une fois que vous serez associé à moi, dit Stéphane. Les week-ends libres, d'accord. Quant aux armes, mes hommes protègent ma famille. Si vous faites partie de la maison, ils vous protègent aussi. Ce n'est pas négociable. Chloé regarda Jean-Pierre, le propriétaire du bistrot, qui lui faisait des signes de tête frénétiques pour qu'elle dise oui afin que ces hommes dangereux quittent sa boutique. D'accord, chuchota Chloé. Je vais faire un sac. Nous vous achèterons de nouvelles choses, dit Stéphane en tournant les talons. Nicolas, escortez-la à la voiture. Nous partons maintenant. Le trajet vers Cassis fut silencieux. Chloé était assise à l'arrière du 4x4 blindé, faisant face à l'arrière, regardant la ville rétrécir. Manon était assise à côté d'elle, serrant un ours en peluche. Stéphane était à l'avant au téléphone, parlant un italien rapide et saccadé. Chloé attrapa des bribes. Traître, traître. Traditor. Trouvez-le. Elle frissonna. Elle était sortie d'un bistrot pour entrer dans une zone de guerre. Ils arrivèrent au domaine de Vaugirard juste au moment où le soleil se couchait. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse. De hauts murs de pierre, des portails en fer et des gardes armés patrouillant le périmètre avec des bergers allemands. Alors que la voiture s'engageait dans l'allée circulaire, la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme plus âgée en uniforme de gouvernante sortit, l'air anxieuse. C'était Monique, la gouvernante en chef. Monsieur Stéphane, dit Monique en se précipitant vers la portière de la voiture. Dieu merci, vous êtes de retour. Il y a eu un appel, Stéphane se raidit. Il sortit de la voiture en ajustant ses manchettes.
Quel appel? Des gars de l'Ouest, chuchota Monique en jetant un coup d'œil craintif à Chloé. Ils savent que vous enquêtez sur la fuite. Le visage de Stéphane devint dur. Il se tourna vers Nicolas. Emmène Chloé et Manon dans les laits. Verrouillez tout. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Attendez, dit Chloé en sortant sur le gravier. Quelle fuite? Est-elle en danger? Stéphane se tourna vers elle. Le regard dans ses yeux était terriblement intense. Il tendit la main et, pendant une brève seconde, toucha son bras. Sa main était chaude, sa prise ferme. Vous êtes dans mon monde maintenant, Chloé. Il dit, tout le monde est en danger. Mais tant que vous la faites parler, tant que vous sauvez ma fille, je brûlerai le monde pour vous garder en sécurité. Il s'éloigna vers le bureau principal, aboyant des ordres à ses hommes. Chloé resta dans l'allée, le vent fouettant ses cheveux. Elle baissa les yeux vers Manon. La petite fille leva la main et prit celle de Chloé. Soleil, chuchota encore Manon. Chloé serra la petite main. Ouais, ma puce. On va trouver le soleil. Mais en levant les yeux vers l'imposant manoir avec ses fenêtres sombres et ses gardes armés, Chloé savait que le soleil ne brillait pas beaucoup dans le monde des Vaugirard. Elle venait de marcher dans les ombres, et quelque part dans ces ombres, quelqu'un regardait. Au 3e étage, un rideau bougea d'une fraction. Quelqu'un observait leur arrivée. Quelqu'un qui ne voulait pas que Manon parle. Parce que si la petite fille parlait, elle pourrait révéler le secret qui avait fait tuer sa mère. Chloé n'était plus juste une nounou. Elle était une cible. La première semaine au domaine de Vaugirard ressembla moins à un travail qu'à vivre dans un musée où l'on n'avait pas le droit de toucher aux expositions. L'aile désignée pour Manon et Chloé était une suite tentaculaire de pièces remplies de meubles français antiques, de rideaux de soie et d'un silence si épais qu'il pesait dans les poumons. Chloé apprit rapidement que la maison Vaugirard fonctionnait selon un emploi du temps de précision militaire. Petit déjeuner à 8 heures précises. Contrôle de sécurité à 9 heures. Tuteur, qui était actuellement suspendu, à 10 heures. Mais Chloé jeta l'emploi du temps par la fenêtre dès le premier jour. Nous ne faisons pas de leçons dans le bureau, annonça Chloé à Monique, la gouvernante en chef, le mercredi matin. Monique, une femme robuste au visage marqué par des années d'inquiétude pour Stéphane, parut horrifiée. Monsieur Stéphane insiste pour le bureau. C'est sécurisé, argumenta Monique en tordant ses mains dans son tablier. Le bureau est sombre et sent les vieux cigares, répliqua Chloé. Nous allons au solarium. Manon a besoin de lumière. Si elle doit parler, elle a besoin de sentir qu'elle n'est pas en prison. Chloé prit la main de Manon. La petite fille serrait son ours en peluche, une chose en lambeaux nommée Monsieur Câlin qui semblait déplacée contre sa robe en velours coûteuse. Manon leva les yeux vers Chloé, les yeux grands ouverts. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis l'incident du soleil au bistrot, mais elle n'avait pas lâché la main de Chloé non plus. Elles se dirigèrent vers le solarium, une pièce aux murs de verre surplombant les jardins entretenus. C'était magnifique, mais Chloé remarqua immédiatement la sombre réalité. Le verre était par balles, épais et déformé sur les bords, et 2 gardes armés se tenaient dehors dans les rosiers, faisant semblant de regarder les fleurs tandis que leurs mains flottaient près de leur ceinture. Chloé installa une station sur le sol. Pas une table, le sol. Elle étala du papier craft, de la peinture, des crayons et des bouteilles de coulis de chocolat. Ok, Manon. Chloé s'assit en tailleur, ignorant comment son jean la serrait. Aujourd'hui, on ne parle pas. Parler, c'est dur. Aujourd'hui, on met le bazar. Manon hésita. Dans cette maison, le désordre était nettoyé instantanément. Le désordre était interdit. Chloé pressa une noisette de peinture bleu vif sur le papier. Puis elle y plongea toute sa main et claqua une empreinte de main bleue sur la page. Manon haleta, une petite inspiration audible. À ton tour. Chloé sourit. Cela prit 10 minutes, mais finalement Manon Vaugirard, l'héritière du plus grand syndicat du crime de Marseille, fut couverte de peinture. Elle gloussait, un mouvement silencieux de ses épaules alors qu'elle étalait du jaune et du vert sur le papier. C'est dans ce moment de joie chaotique que la porte s'ouvrit. Ce n'était pas Stéphane. C'était un homme que Chloé n'avait pas encore rencontré. Il était plus jeune que Stéphane, peut-être la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds gominés en arrière et un costume trop brillant, trop à la mode.
Il avait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Eh bien, dit l'homme en enjambant une flaque de coulis de chocolat. J'ai entendu dire que Stéphane avait ramené un chat errant, mais je ne savais pas qu'elle dirigeait une garderie. Manon se figea instantanément. La joie s'évapora. Elle recula précipitamment, se cachant derrière Chloé. Chloé essuya ses mains couvertes de peinture sur un chiffon et se leva, se plaçant entre l'homme et la fille. « Et vous êtes » Frédéric Renaud, dit-il en tendant la main. Le consigliere, ou comme j'aime le dire, le gars qui nettoie les dégâts que Stéphane fait. Je suis le cousin de Stéphane. Chloé ne lui serra pas la main. Nous sommes au milieu d'une séance, monsieur Renaud. C'est privé. Frédéric ria, un son sec et sans humour. Rien dans cette maison n'est privé, ma jolie. Tout est surveillé. Tout est enregistré. Il fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Stéphane semble épris de vous. Il est généralement plus exigeant avec le personnel. C'est quoi votre truc? Croqueuse de diamants? Flic infiltré? Serveuse, dit froidement Chloé. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Vous lui faites peur. Frédéric regarda Manon, son expression illisible. Pendant une seconde, Chloé crut voir un éclair d'agacement. Où étaient ceux de la peur dans ses yeux quand il regardait l'enfant? Elle n'a pas peur facilement, marmonna Frédéric. C'est une Vaugirard. On n'a pas peur, on se venge. Frédéric? La voix venait de l'encadrement de la porte. C'était Stéphane. Il était rentré tôt. Il était en bras de chemise, sa cravate défaite, l'air de sortir d'une bagarre. Ses jointures étaient contusionnées. Stéphane. L'attitude de Frédéric changea instantanément. Il sourit en reculant. J'accueillais juste la nouvelle invitée. Je prenais des nouvelles de la princesse. Sors, dit Stéphane. Bah, dangereux. Frédéric leva les mains en signe de reddition. D'accord. D'accord. Je passais juste, c'est tout. Nous avons la cargaison qui arrive ce soir sur les docks. J'avais besoin de ta signature sur les ordres de transfert. Laisse les papiers dans mon bureau et reste hors de l'aile, grogna Stéphane. Frédéric fit un clin d'œil à Chloé et se glissa hors de la porte. La tension dans la pièce resta élevée. Stéphane regarda le désordre sur le sol, la peinture, le sirop, le tapis coûteux ruiné. Chloé retint son souffle, attendant d'être renvoyée. Stéphane marcha vers la peinture. Il s'accroupit, ignorant le risque pour son pantalon italien. Il regarda le tourbillon chaotique de couleurs. Inès peignait, dit-il doucement, presque pour lui-même. Elle aimait l'aquarelle. Elle a essayé d'apprendre à Manon avant. Il laissa sa phrase en suspens. Il leva les yeux vers Chloé. La colère de la rencontre avec Frédéric avait disparu, remplacée par une profonde lassitude. A-t-elle parlé? Non, dit honnêtement Chloé. Mais elle a ri sans bruit. Mais elle a ri. Stéphane ferma les yeux, exhalant un souffle qu'il semblait retenir depuis des années. Merci. Votre cousin, dit Chloé, décidant d'être courageuse. Il lui fait peur. Les yeux de Stéphane s'ouvrirent brusquement. La glace revint. Frédéric est de la famille. Il est agaçant. Il est ambitieux, mais il est de la famille. Il était avec nous la nuit où Inès est morte. Il conduisait la voiture qui a mis Manon en sécurité. Chloé se mordit la lèvre. Manon s'est cachée derrière moi quand il est entré. L'instinct d'un enfant est rarement faux. Stéphane. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans « monsieur ». Stéphane se leva, la dominant. La proximité était vertigineuse. Faites attention, Chloé. Vous êtes ici pour réparer son cœur, pas pour critiquer mon organisation. Frédéric est loyal. L'est-il? Défia Chloé. Parce qu'il vient de me dire que rien ici n'est privé. Cela implique qu'il surveille. S'il me surveille, il la surveille. Pourquoi une enfant de 6 ans a-t-elle besoin d'être surveillée par son propre cousin? Stéphane la fixa. Le silence s'étira, chargé d'une électricité que Chloé ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce n'était pas seulement de la peur.
C'était de l'attirance. C'était un homme dangereux, un tueur. Mais la façon dont il défendait sa fille faisait mal à la poitrine de Chloé. Je surveille tout le monde, dit finalement Stéphane. Parce que je ne peux perdre personne d'autre. Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Le dîner est à 19h. Salle à manger formelle. Vous mangerez avec moi, toutes les deux. Je croyais que j'étais le personnel, dit Chloé. Stéphane regarda par-dessus son épaule, ses yeux balayant son jean éclaboussé de peinture. Ce soir, vous n'êtes pas le personnel. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un à table qui n'essaie pas de me tuer ou de me demander de l'argent. En partant, Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle baissa les yeux vers Manon. La petite fille avait ramassé un crayon noir. Pendant que les adultes se disputaient, Manon avait dessiné une nouvelle image. Ce n'était pas un cœur. C'était une voiture. Une voiture noire. Et à la fenêtre de la voiture, elle avait dessiné un bonhomme allumette avec des cheveux jaunes. Des cheveux jaunes comme Frédéric. Et dans la main du bonhomme, une ligne rouge dentelée. Un pistolet. Le sang de Chloé se glaça. Stéphane avait dit que Frédéric conduisait la voiture qui avait mis Manon en sécurité. Mais le dessin de Manon ne ressemblait pas à un sauvetage. Cela ressemblait à une menace. Chloé plia rapidement le papier et le glissa dans sa poche. Elle ne pouvait pas le montrer à Stéphane tout de suite. Pas avant d'être sûre. Si elle accusait son cousin sans preuve, elle serait à la rue, ou pire, au fond du vieux port. Elle avait besoin de savoir ce qui s'était passé la nuit où Inès était morte, et elle avait le sentiment que la seule personne qui pouvait le lui dire était la fille silencieuse assise dans la peinture. Le dîner fut une affaire surréaliste. La salle à manger était assez longue pour jouer au bowling et éclairée par un lustre en cristal qui coûtait probablement plus cher que toute la maison d'enfance de Chloé. Stéphane était assis en bout de table, Manon à sa droite et Chloé à sa gauche. Stéphane s'était douché et changé pour une chemise de smoking noir déboutonnée en haut. Il ressemblait moins à un chef de la mafia qu'à un prince fatigué. Chloé avait enfilé la seule belle robe qu'elle avait apportée, une simple robe portefeuille bleu marine. La conversation était guindée. Stéphane posa des questions sur la thérapie. Chloé parla de la théorie des couleurs. Manon mangeait ses pâtes une nouille à la fois, observant son père. « Pourquoi faites-vous ça » demanda soudain Chloé, brisant le silence poli. Stéphane arrêta son verre de vin rouge à mi-chemin de ses lèvres. « Faire quoi ?»« Ça. » Chloé fit un geste vers la pièce, les gardes dehors, l'opulence. « La vie que vous avez. Vous avez assez d'argent pour partir, pour aller je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande élever des moutons. Pourquoi rester dans un monde où vous devez vérifier votre voiture pour des bombes ?» Stéphane posa le verre. « Ce n'est pas un travail, Chloé. C'est un héritage. Mon père a construit ça. Si je pars, le vide du pouvoir détruira la ville. Les gangs qui n'ont pas notre code prendront le dessus. Je garde le chaos sous contrôle. » Un monstre noble, murmura Chloé. Stéphane sourit, un sourire rare et sincère qui plissa les coins de ses yeux. Exactement. Soudain, les lumières vacillèrent. Le lustre s'assombrit, puis brilla intensément, puis s'éteignit complètement. La pièce fut plongée dans l'obscurité. À terre, rugit Stéphane. Avant que Chloé ne puisse traiter l'ordre, Stéphane avait bondi à travers la table. Il ne chercha pas une arme. Il chercha Manon. Il attrapa sa fille et la tira sous la lourde table en chêne. « Chloé, baisse-toi. » Chloé se laissa tomber au sol juste au moment où le bruit du verre brisé éclatait. Une fenêtre dans le coin opposé explosa vers l'intérieur. Pop, pop, pop. Des coups de feu silencieux. Ils essuyaient des tirs. « Nicolas !» cria Stéphane dans son micro-cravate. Statue. Brèche dans le jardin nord, un brouilleur bloque les alarmes. On arrive. La voix de Nicolas grésilla dans l'oreillette. Stéphane attrapa le bras de Chloé, la traînant sous la table avec eux. C'était serré. Ils étaient blottis tous les trois dans le noir, l'odeur de l'ail rôti et de la fumée des armes se mélangeant dans l'air. Manon tremblait violemment. Elle enfouit son visage dans la poitrine de Stéphane. Stéphane avait un bras enroulé autour de sa fille,
l'autre main agrippant un pistolet noir élégant qu'il avait sorti d'un étui au bas de son dos. Ils ont coupé le courant pour contourner les capteurs périmétriques, chuchota Stéphane à Chloé. Restez ici. Ne bougez pas. Où allez-vous? Siffla Chloé en agrippant sa manche. Je vais les tuer, dit calmement Stéphane. Non, ne nous laissez pas. Chloé se surprit elle-même par cette supplique. Ce n'était pas juste de la peur pour elle-même. Elle savait que si Stéphane partait, le bouclier disparaissait. Stéphane la regarda dans l'ombre. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Je dois attirer leur tir. Si je reste, ils tirent sur la table. Si je bouge, ils tirent sur moi. Il roula hors de dessous la table. Chloé plaqua ses mains sur les oreilles de Manon. Elle entendit Stéphane crier quelque chose en italien, un défi. Puis la fusillade éclata, forte et assourdissante. Stéphane bougeait, tirant tout en courant vers le hall d'entrée, attirant les assaillants loin de la salle à manger. Le cœur de Chloé martelait ses côtes comme un oiseau piégé. Elle regarda Manon. Les yeux de la fille étaient fermés, des larmes s'en échappaient. C'est bon, chuchota Chloé, bien qu'elle sût que ça ne l'était pas. Papa est un super-héros. Il est en train de gagner. Soudain, la porte de la salle à manger grinça. Pas les portes principales que Stéphane avait utilisées, mais l'entrée de service depuis la cuisine. Des pas. Lents, délibérés. Chloé retint son souffle. Était-ce Nicolas? Le faisceau d'une lampe de poche balaya la pièce. Il joua sur le verre brisé, le dîner abandonné. Stéphane, appela une voix doucement. C'était Frédéric. Chloé sentit une vague de soulagement suivie instantanément par une vague de terreur froide. Pourquoi Frédéric chuchotait-il? Pourquoi n'avait-il pas allumé les lumières d'urgence? Et pourquoi avait-il une arme dégainée, la pointant non pas vers les fenêtres, mais scannant le sol? Manon se raidit dans les bras de Chloé. Elle commença à gémir. Chloé plaqua une main sur la bouche de la fille, ses yeux s'écarquillant. Le dessin, le bonhomme allumette aux cheveux jaunes avec le pistolet. Frédéric n'était pas là pour aider. Il utilisait l'attaque comme couverture. Le faisceau de la lampe de poche se rapprocha de la table. Frédéric fredonnait un air bas et étrange. Sors, petite princesse, chuchota Frédéric. Tonton Frédéric est là pour te mettre en sécurité. Tout comme je l'ai fait pour maman. L'horreur de la déclaration frappa Chloé comme un coup physique. Tout comme je l'ai fait pour maman. Il avait tué Inès. Il avait été la fuite depuis le début. Et Manon l'avait vu. C'était pour ça qu'elle ne parlait pas. Elle savait que si elle parlait, l'homme aux cheveux jaunes reviendrait. Le faisceau de la lampe frappa la nappe juste devant le visage de Chloé. Il savait qu'elles étaient là. Chloé regarda désespérément autour d'elle. Sur le sol près du pied de la table se trouvait la lourde carafe d'eau en argent. Frédéric attrapa la nappe et l'arracha. Trouvé. Chloé n'attendit pas. Elle balança la carafe en argent avec chaque once de force qu'elle possédait. Elle percuta la rotule de Frédéric avec un craquement écœurant. Frédéric hurla, son arme tirant sauvagement dans le plafond alors qu'il s'effondrait. Cours! Hurla Chloé en agrippant Manon. Elles s'extirpèrent dessous la table, glissant sur la glace et l'eau renversée. Chloé ne regarda pas en arrière. Elle traîna Manon vers le hall principal. Frédéric hurlait derrière elle. Il était blessé, mais il se relevait. Chloé fit irruption dans le couloir. C'était le chaos. De la fumée, des lumières clignotantes du système d'alarme qui s'était enfin déclenché. Stéphane! Hurla-t-elle. À l'autre bout du couloir, Stéphane se tenait au-dessus de deux corps vêtus d'équipements tactiques noirs. Il se retourna au son de sa voix. Il les vit. Il vit Chloé courant, Manon à sa suite. Et il vit Frédéric boitant hors de la salle à manger, levant son arme, visant le dos de Chloé. Le temps sembla ralentir. Stéphane était trop loin. Il ne pouvait pas les atteindre à temps. Mais Manon s'arrêta. Elle ne courut pas. Elle se retourna. Elle regarda Frédéric, le monstre de ses cauchemars, l'homme qui l'avait réduite au silence pendant 3 ans. Elle lâcha la main de Chloé. Elle pointa un petit doigt vers lui, et elle hurla, meurtrier.
Le mot déchira sa gorge, brute et primale. Il résonna sur les murs de marbre plus fort que les coups de feu. Frédéric tressaillit. Le choc de la fille silencieuse hurlant son secret le fit hésiter une fraction de seconde. Cette fraction fut tout ce dont Stéphane avait besoin. Bang! Le tir de Stéphane était impossible. 15 mètres à travers la fumée, passant devant sa propre fille. La balle frappa Frédéric à l'épaule droite, le faisant pivoter et tomber au sol. Stéphane ne s'arrêta pas. Il sprinta dans le couloir, un flou de fureur. Il atteignit Frédéric avant que l'homme ne puisse récupérer son arme. Stéphane écarta l'arme d'un coup de pied et plaqua son cousin au sol avec une botte sur la gorge. « Qu'est-ce qu'elle a dit » siffla Stéphane, sa voix tremblant d'une rage qui secouait le plancher. « Comment ma fille vient-elle de t'appeler » Frédéric cracha du sang, souriant à travers des dents tachées. « Elle est folle, Stéphane. Tout comme sa mère. » Stéphane leva les yeux vers Manon. Chloé était tombée à genoux, enroulant ses bras autour de l'enfant tremblante. Manon sanglotait maintenant, de grands sanglots qui secouaient son petit corps. Le barrage avait cédé. « Il a fait mal à maman », gémissait Manon, sa voix brisée mais claire. « Il a fait dormir maman dans la voiture avec la peinture rouge. » La peinture rouge, le sang. Stéphane baissa les yeux vers Frédéric. La réalisation l'envahit. La trahison, le chagrin, les 3 années à regarder sa fille souffrir, pensant que c'était un traumatisme dû à l'accident alors que c'était la peur du monstre qui dormait dans la maison d'amis. Stéphane appuya sa botte plus fort. « Nicolas » beugla-t-il. Nicolas apparut de la fumée, saignant d'une coupure au front, mais vivant. « Emmène-le au sous-sol, » dit Stéphane. Sa voix était morte, vide de toute humanité. « Garde-le en vie. Je veux avoir une très longue conversation avec lui plus tard. » Alors que Nicolas et Lucas traînaient le Frédéric hurlant, Stéphane s'effondra à genoux. Il se fichait des corps des assassins dans le couloir. Il rampa vers Chloé et Manon. Il les atteignit et les attira toutes les deux dans une étreinte écrasante. Il enfouit son visage dans le cou de Manon, pleurant ouvertement. « Je t'ai entendu, ma puce », sanglota Stéphane. « Je t'ai entendu. Tu nous as sauvés. » Chloé resta assise là, prise en sandwich entre le parrain de la mafia en pleurs et sa fille, son cœur revenant lentement à un rythme normal. Elle regarda la main de Stéphane, qui agrippait son épaule comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à la terre. Elle avait brisé le silence. Mais en faisant cela, elle avait déclenché une tempête. L'attaque de ce soir n'était pas juste un contrat. C'était une tentative de coup d'État orchestrée par Frédéric. Et maintenant qu'elle avait échoué, le reste des familles de Marseille sentirait le sang dans l'eau. Stéphane se recula, regardant Chloé. Ses yeux étaient rouges, intenses et brûlants d'une nouvelle émotion. « Vous lui avez sauvé la vie », chuchota-t-il. « Vous avez compris. » Elle l'a dessiné, dit Chloé, la voix tremblante. Elle l'a dessiné dans la voiture. Stéphane hocha lentement la tête. Il se leva et tira Chloé sur ses pieds, puis souleva Manon dans ses bras. « On ne peut pas rester ici, » dit Stéphane. « Le domaine est compromis. Frédéric leur a donné les codes. Nous devons aller à la planque. » « Où » demanda Chloé. « Une cabane dans les gorges du Verdon. Hors réseau. Pas de téléphone, pas d'internet, juste nous. » Il la regarda, son regard perçant. « Vous n'êtes pas obligé de venir. Je peux demander à Nicolas de vous conduire à l'aéroport. Je vous donnerai 1 million d'euros. Vous pouvez disparaître. Vous serez en sécurité. » Chloé regarda la porte, la liberté qui l'attendait là. Puis elle regarda Manon, qui avait la tête sur l'épaule de Stéphane, observant Chloé avec de grands yeux larmoyants, et elle regarda Stéphane, l'homme qui venait de traverser le feu pour sa famille. « Je ne vais nulle part, » dit Chloé. « Je dois encore lui apprendre à dessiner un cheval correct. » Stéphane la fixa un long moment. Puis il hocha la tête. « Allons-y. » Le trajet vers les gorges du Verdon fut un flou de lumière d'autoroute et de tension. Ils changèrent de voiture 3 fois, une danse logistique vertigineuse orchestrée par Nicolas pour semer toute filature. Au moment où ils atteignirent le chemin d'accès privé près du lac de Sainte-Croix, la pluie de la ville s'était transformée en un blizzard cinglant.
La planque n'était pas la cabane rustique que Chloé avait imaginée. C'était un chalet en bois tentaculaire caché profondément dans une forêt de pins denses, accessible uniquement par un chemin de terre qui disparaissait rapidement sous la neige. C'était fortifié, approvisionné et complètement isolé. Nous y sommes, dit Stéphane, coupant le moteur de la vieille Renault 4 Passepartout qu'ils avaient acquise. Manon dormait sur le siège arrière, sa tête reposant sur les genoux de Chloé. Chloé regarda la silhouette sombre du chalet. Il semblait paisible, un contraste frappant avec la violence qu'il venait de fuir. « Est-ce sûr ?» demanda Chloé, la voix feutrée. « Aucun endroit n'est vraiment sûr, » répondit Stéphane, ses yeux scannant la lisière des arbres. « Mais c'est aussi proche que possible. Pas d'électronique, pas de signaux. Les murs sont renforcés. Nous attendons ici jusqu'à ce que Nicolas nettoie la ville. » Ils portèrent l'enfant endormi à l'intérieur. L'intérieur était froid, sentant le cèdre et la fumée de bois. Stéphane bougea avec une détermination efficace, allumant l'imposante cheminée en pierre dans le salon, pendant que Chloé trouvait des couvertures. Pendant les 3 jours suivants, le monde extérieur cessa d'exister. C'était juste Troy et Nicolas qui patrouillaient le périmètre comme un loup agité enfermé dans une boule à neige de silence. Mais le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le silence lourd et suffocant du domaine. C'était un silence paisible. Manon se transformait. Avec la menace de Frédéric disparu, la peur qui avait verrouillé sa voix commença à se dissoudre. Elle ne parlait pas encore en phrases complètes, mais elle fredonnait. Elle riait. Elle demandait des choses. Jus. Dessiner. La 4e nuit, un blizzard faisait rage dehors, hurlant contre les fenêtres. Le courant vacilla et mourut, les laissant éclairés seulement par le feu rugissant. Chloé était assise sur le tapis, lisant un livre d'histoire à Manon à la lueur du feu. Stéphane était assis dans un fauteuil en cuir, nettoyant son arme. C'était une juxtaposition choquante, la chaleur domestique et l'arme létale. « Fin » chuchota Chloé en fermant le livre. Manon bâilla, ses yeux tombants. Elle descendit des genoux de Chloé et marcha vers Stéphane. Elle grimpa sur ses genoux, sans se soucier des pièces d'armes sur la table à côté de lui. Stéphane se figea. Il regarda sa fille avec une expression de terreur admirative. Manon posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque. « Papa » murmura-t-elle avec sommeil. « Reste. » La main de Stéphane trembla alors qu'il caressait ses cheveux. « Je reste, ma puce. Je suis juste là. » Après que Manon se fut endormie et qu'ils l'eurent portée dans la chambre principale qu'il lui avait donnée pour sa sécurité, Stéphane et Chloé retournèrent près du feu. Stéphane versa 2 verres de vin rouge. Il en tendit un à Chloé. « Vous avez réalisé quelque chose aujourd'hui » dit Stéphane en fixant les flammes. « Quoi » Chloé prit une gorgée. Le liquide brûla agréablement, réchauffant sa poitrine. « Vous avez réalisé que je ne suis pas un homme bien, dit Stéphane. Vous m'avez vu tuer mon propre cousin. Vous m'avez vu tirer sans hésitation. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous ne tremblez pas de peur. » Chloé le regarda. La lueur du feu dansait sur ses traits anguleux, soulignant l'épuisement et le fardeau qu'il portait. « J'ai vu un père protéger son enfant, » dit Chloé. « Frédéric était un monstre. Il lui a fait du mal pour vous atteindre. Ce n'est pas la famille. C'est un parasite. » Stéphane se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient intenses, dépouillant ses défenses. « Pourquoi êtes-vous vraiment restée, Chloé, au domaine quand je vous ai donné l'échappatoire ? Vous pourriez être à Paris en ce moment avec 1 million d'euros. » Chloé posa son verre. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la neige tourbillonner. « Parce que j'étais la fille qui ne parlait pas autrefois, » admit-elle doucement. Stéphane se leva. Il se déplaça silencieusement à travers la pièce jusqu'à ce qu'il soit juste derrière elle. Elle pouvait sentir la chaleur irradiant de lui. « Dites-moi » chuchota-t-il. « Mon père est parti quand j'avais 6 ans, » dit Chloé, regardant son souffle embuer la vitre. « Ma mère s'est effondrée. J'ai arrêté de parler pendant 1 an parce que je pensais que si j'étais assez calme, il reviendrait. Il ne l'a jamais fait. Personne n'est venu me sauver. J'ai dû me sauver moi-même. » Elle se tourna pour lui faire face. « J'ai vu Manon et je me suis vue.
Mais elle vous a. Vous êtes venu pour elle. Vous vous êtes battu pour elle. Ça fait de vous un homme bien, Stéphane. Peut-être un homme dangereux, mais un homme bien. Stéphane la fixa, sa résolution s'effritant. La distance entre eux sembla s'évanouir. Je ne me suis pas senti bien depuis longtemps, murmura-t-il. Il tendit la main, prenant sa joue en coupe. Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Le souffle de Chloé se coupa. Chloé, je ne devrais pas, dit-il, sa voix rauque. Vous êtes sous ma protection. Cela franchit une ligne. Nous avons franchi la ligne quand vous m'avez kidnappé dans un bistrot, chuchota Chloé, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Stéphane laissa échapper un grognement sourd et combla la distance. Il l'embrassa. Ce n'était pas doux. C'était désespéré. C'était un baiser né de l'adrénaline, de la peur et de jours de tension latente. Chloé enroula ses bras autour de son cou, le tirant plus près. Il avait le goût du vin et du danger, ses mains emmêlées dans ses cheveux, sa prise possessive. Pendant un moment, la mafia, les tueurs, les millions d'euros, tout s'estompa. Il y avait juste l'homme et la femme à la lueur du feu. Mais le moment fut brisé par le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant violemment. Stéphane rompit le baiser instantanément, pivotant, son corps protégeant Chloé. Il chercha l'arme sur la table, mais c'était trop loin. C'était Nicolas. Il trébucha dans la pièce couverte de neige, le visage pâle. « Patron » haleta Nicolas, serrant son côté. Le sang s'infiltrait entre ses doigts. « Ils nous ont trouvés. » Stéphane fut à ses côtés en une seconde. « Qui ?»« Frédéric est au sous-sol à Marseille. »« Pas Frédéric » siffla Nicolas. « Christophe, le clan de Christophe. Frédéric leur a vendu l'emplacement avant que tu ne lui tires dessus. Il avait un interrupteur d'homme mort sur son téléphone. » Stéphane jura une série d'obscénités en italien. Le clan de Christophe était leur plus vieux rival, brutal et sans honneur. S'ils étaient là, ils n'étaient pas là pour parler. Ils étaient là pour rayer la lignée Vaugirard de la carte. « Combien » exigea Stéphane. « 6, peut-être 8. Ils tiennent le périmètre. J'en ai eu un, mais j'ai été touché. » Stéphane traîna Nicolas vers le canapé. « Chloé, prends la trousse de premier secours dans la cuisine, puis va chercher Manon. On part. »« On ne peut pas partir, » grogna Nicolas. Ils ont désactivé la 4 litres. Les pneus sont crevés. Et ils surveillent la route. Stéphane regarda la fenêtre. La neige tombait plus fort. Ils étaient piégés. « Ok, » dit Stéphane, sa voix devenant d'un calme glacial. L'amant était parti. Le parrain était de retour. S'ils veulent une guerre, on leur donne une guerre. Il regarda Chloé. « Tu sais tirer ?» Les mains de Chloé tremblaient alors qu'elle lui tendait la trousse de secours. « Non. » Stéphane attrapa un pistolet plus petit de son étui de cheville et le pressa dans sa main. C'était lourd et froid. « Pointe et appuie, » dit Stéphane. « Emmène Manon au sous-sol. Il y a une salle de panique derrière le casier à vin. Verrouille-la de l'intérieur. Ne l'ouvre pour personne sauf moi. Si quelqu'un d'autre essaie d'entrer, » il regarda l'arme dans sa main, « tu n'hésites pas. Tu comprends ? Stéphane » dit Chloé, la terreur lui serrant la gorge. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Stéphane vérifia le chargeur de son arme principale. Il marcha vers la porte, éteignit les lumières et regarda dans le vide blanc. « Je vais rappeler à Christophe et ses hommes pourquoi ils avaient peur du noir. » La salle de panique du sous-sol était froide et sentait la terre humide. Chloé se blottit dans le noir, serrant le lourd pistolet que Stéphane lui avait donné. À côté d'elle, Manon était recroquevillée sur un lit de camp, portant un casque anti-bruit, fredonnant doucement pour bloquer le cauchemar qui se déroulait au-dessus. À l'étage, le chalet tremblait sous l'assaut. Stéphane se déplaçait dans les couloirs sombres comme un fantôme. Il avait renversé la lourde table à manger en chêne pour se couvrir, échangeant des tirs avec les 6 mercenaires encerclant la maison. Nicolas était déjà à terre, se vidant de son sang sur le canapé à cause d'une balle dans le ventre, serrant un fusil de chasse qu'il était trop faible pour soulever. « Vaugirard !» La voix de Christophe retentit dans l'obscurité enneigée dehors. « Donne-nous la fille ou on brûle cet endroit. » Stéphane riposta,
les narguant, refusant de céder. Mais alors les tirs cessèrent. « Vérifie ton téléphone, Stéphane !» cria Christophe. Stéphane sortit son téléphone jetable. Un message photo montrait un homme sur le toit du chalet inclinant un bidon au-dessus du conduit de ventilation. Agent neurotoxique. Christophe mentit. C'était de l'essence, mais la menace était effectivement la même. Ça coule. Ta petite fille ne se réveillera même pas. Stéphane se figea. La salle de panique était renforcée, mais l'arrivée d'air n'était pas de qualité militaire. S'il versait de l'essence dans les conduits, Chloé et Manon mouraient en quelques minutes. Il regarda Nicolas, qui secoua la tête faiblement, mais Stéphane connaissait le calcul. Il devait leur gagner du temps. « Arrêtez !» hurla Stéphane. Il laissa tomber son chargeur vide et posa son arme sur le sol. « Je sors. » Stéphane franchit la porte d'entrée, les mains levées, entrant dans les pleins phares aveuglants des 4x4. Christophe s'avança, portant un épais manteau de fourrure et un sourire cruel. Il ne perdit pas de temps à frapper Stéphane au visage avec la crosse de son pistolet. Stéphane tomba à genoux dans la neige, goûtant le sang. « Tu as humilié mon père !» cracha Christophe, braquant son arme sur le front de Stéphane. « Tu crois que je vais te laisser vivre ? Je vais te tuer, puis je vais descendre et finir la lignée. » Christophe arma le chien. « Dis au revoir, roi de fer. » Mais Christophe n'avait pas compté sur Chloé. Elle n'était pas restée dans la salle de panique. Réalisant que Stéphane se rendait, elle s'était glissée à travers les 3 conduits à charbon et avait grimpé le treillis glacé jusqu'au toit. Perchée précairement sur les bardeaux gelés, ne portant qu'un pull, elle braqua le revolver de secours de Nicolas. Elle ne visa pas Christophe. Elle savait qu'elle raterait. Elle visa le jerrycan dans les mains de l'homme près de la ventilation. Bang! La balle frappa le bidon en métal. Les vapeurs s'enflammèrent instantanément. Une énorme boule de feu éclata sur le toit, faisant tomber l'homme de main et arrosant le porche en dessous de carburant brûlant et de débris. L'explosion projeta Christophe en avant, le plaquant à plat dans la neige. Stéphane n'hésita pas. Il bondit. Il tacla Christophe, arrachant la mitraillette de ses mains et arrosant de balles pour supprimer les autres tireurs qui s'éloignaient du feu. « Chloé !» hurla-t-il, levant les yeux juste à temps pour la voir perdre prise sur le toit glacé. Elle glissa impuissante du bord et tomba dans un profond banc de neige en contrebas. Christophe se releva précipitamment, sortant un couteau puisqu'il avait perdu son arme. « Tuez-les tous !» Stéphane jeta l'arme vide et affronta Christophe au corps à corps dans la neige. La rage l'alimentait. Il attrapa le poignet de Christophe, lui donna un coup de tête avec un craquement écœurant, et l'envoya face première dans le capot du 4x4. « Reste à terre !» grogna Stéphane. Les tireurs restants se regroupèrent, levant leurs armes pour exécuter Stéphane. Mais soudain, des sirènes percèrent la nuit. Des lumières rouges et bleues inondèrent l'allée. « Police ! Lâchez vos armes !» L'équipe de Christophe se figea. Se faire arrêter était mauvais. Une fusillade avec les fédéraux était un suicide. Ils lâchèrent leurs armes et levèrent les mains. Stéphane regarda l'officier de tête. Ce n'était pas la police nationale régulière. C'était le commissaire Lefebvre, un flic corrompu sur la liste de paix de Stéphane menant une fausse descente. « Tu auras besoin d'un prêtre, Christophe », chuchota Stéphane alors que l'équipe d'intervention mettait des menottes aux attaquants. Stéphane n'attendit pas le nettoyage. Il sprinta vers le banc de neige sous les avant-toits. Chloé était allongée là, pâle et tremblant violemment de la chute. « Je l'ai eu » demanda-t-elle faiblement. Stéphane la prit dans ses bras, l'écrasant contre sa poitrine. « Tu l'as eu, Chloé. Tu nous as tous sauvés. » J'ai dessiné un cœur, chuchota-t-elle, ses yeux se fermant alors que la conscience s'estompait. Avec du feu cette fois. Stéphane la serra fort, hurlant pour un médecin alors que l'adrénaline retombait enfin. Le bip rythmique du moniteur cardiaque fut la première chose que Chloé entendit. Elle cligna des yeux contre les lumières crues de l'hôpital pour trouver Stéphane assis à son chevet, l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Son équipement tactique avait disparu, remplacé par un t-shirt propre, mais l'épuisement était gravé profondément dans ses traits. « Tu es réveillé » râla-t-il, lui versant de l'eau d'une main tremblante.
Il expliqua les retombées rapidement. Nicolas était sorti de chirurgie et se plaignait déjà de la nourriture de l'hôpital, et Christophe était en détention fédérale. La fausse descente de police avait créé assez de confusion pour planter des preuves dans le coffre de Christophe. Il ne verrait pas le soleil avant 20 ans. La guerre était finie, mais Stéphane ne célébrait pas. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. « J'ai les papiers prêts », dit-il doucement. Une nouvelle identité, un passeport, un acte de propriété pour une maison en Toscane. Tu peux aller là-bas, peindre, et être en sécurité. J'ai failli te faire tuer, Chloé. Je ne peux pas regarder ça arriver à nouveau. Chloé ignora la douleur aiguë dans ses côtes fêlées et s'assit. Elle tendit la main, agrippant le col de sa chemise et le tirant vers le bas jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. Je n'ai pas sauté d'un toit pour un chèque de paix, Stéphane, chuchota-t-elle férocement. Et je ne l'ai pas fait pour une maison en Toscane. Je l'ai fait parce que je l'aime. Et que Dieu m'aide, je t'aime. Stéphane se figea. Le masque du roi de fer s'effrita, ne laissant qu'un homme terrifié par son propre cœur. Je suis un criminel, Chloé. J'ai du sang sur les mains et j'ai du coulis de chocolat sur les miennes, répliqua-t-elle. Nous sommes un gâchis, mais nous sommes un gâchis ensemble. N'ose pas me renvoyer à moins que tu ne m'aimes pas. Il chercha la peur dans ses yeux et n'y trouva que de l'acier. Avec un soupir irrégulier de reddition, il combla la distance. Je t'aime depuis le moment où tu m'as tenu tête dans le bistrot. Il l'embrassa, un saut désespéré et tendre d'une promesse. La porte grinça. Papa. Manon se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle grimpa sur le lit, faisant attention aux perfusions, et tendit à Chloé un morceau de papier. C'était un dessin de 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune géant. Sous eux, écrit en lettres de crayon tremblantes, était un seul mot, famille. Elle parle, chuchota Chloé, des larmes coulant sur ses joues. Elle parle, sourit Stéphane, caressant les cheveux de sa fille. Et elle sait exactement ce qu'elle dit. 6 mois plus tard. La cloche au-dessus du café du cœur d'or tinta. L'endroit était bondé, mais les habitués ne mangeaient pas seulement des tartines. Ils fixaient l'homme derrière le comptoir. Stéphane Vaugirard, l'homme le plus redouté de Marseille, portait un polo noir et servait du café. Il n'était pas le patron aujourd'hui. Il était le barista. Chloé sortit de la cuisine, rayonnante en tant que nouvelle propriétaire. Elle enroula un bras autour de la taille de Stéphane. La table 4 a besoin d'une recharge, beau gosse. Je m'en occupe, chef. Stéphane fit un clin d'œil. Papa, regarde. Manon était assise à la table 4, ses livres étalés. Elle tenait un devoir avec un grand A rouge dessus. La maîtresse a dit que j'avais toutes les bonnes réponses. Elle rayonna, mais elle dit, je parle trop en classe. Stéphane rejeta la tête en arrière et rit, un son fort et puissant qui remplit le café. C'était le son d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était ressorti tenant la main d'un ange. C'est ma fille, dit Stéphane en embrassant la tempe de Chloé. N'arrête jamais de parler, Manon. N'arrête jamais. Parfois, les appels à l'aide les plus forts sont ceux qui ne font aucun bruit. Stéphane Vaugirard pensait que l'argent et le pouvoir pouvaient réparer sa famille brisée. Mais il a fallu une serveuse avec une bouteille de coulis de chocolat pour comprendre que la guérison n'est pas une question de force. C'est une question de connexion. L'histoire de Chloé et Stéphane nous rappelle que l'amour apparaît souvent dans les endroits les plus inattendus, au milieu du danger et du silence, et que la vraie famille n'est pas seulement une question de sang, mais de savoir qui est prêt à traverser le feu pour vous. Cette histoire vous a-t-elle tenu en haleine? Auriez-vous eu le courage de tenir tête à un parrain de la mafia pour sauver une enfant? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage de suspense et de romance, s'il vous plaît aimez cette vidéo, partagez-la avec un ami qui aime les bons rebondissements, et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une histoire. Merci d'avoir regardé.